Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une situation internationale plutôt sous tension, plutôt compliquée. On se posera toutes les questions et aujourd'hui c'est une émission, comme vous le savez, où vous pouvez nous donner en tout cas votre avis. C'est très important qu'on puisse entendre tous les avis au micro, en tout cas sur les ondes d'Europe 1. On va parler effectivement de cette question, fallait-il attaquer l'Iran? On aura dans un instant Emmanuel Razavi en ligne. On a dans le studio d'Europe 1 Sebide Farsi, qui est réalisatrice iranienne. Le film Put Your Soul on Your Own and Work, qui a été sélectionné au Festival de Cannes en 2025. Nous aurons dans un instant Davoud Pahlavi, qui est le neveu de Reza Pahlavi, troisième héritier présomptif au trône impérial d'Iran, exilé en Suisse. Et puis dans le studio d'Europe 1, nous avons avec nous non pas Gabriel Cluzel, non pas Eric Tegner, mais Thomas Bonnet, et c'est une grande fierté de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vraiment, c'est un plaisir, mon cher Thomas. D'abord, Thomas, je me tourne vers vous. Vous êtes mon pilier du matin. Fallait-il attaquer l'Iran? Alors, une question un peu choc pour que tout le monde puisse réagir, mais aussi pour planter le décor, effectivement, des raisons pour lesquelles nous en sommes là aujourd'hui. Moi, je pense que oui, il fallait attaquer l'Iran pour la simple et bonne raison qu'on le voyait, les négociations étaient embourbées depuis trop longtemps et qu'il fallait, d'une façon ou d'une autre, se débarrasser d'Ali Khamenei. Donc, de ce point de vue-là, je ne peux que me satisfaire de cette échéance-là. Tout n'est pas réglé, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Malgré tout, je pense que l'initiative est bonne et salutaire, et on doit se satisfaire, à mon avis, du fait que le régime iranien vacille aujourd'hui. Et quant à ceux qui se réfugient derrière le droit international, on est tous attachés au droit international, c'est sûr, mais le droit international n'a pas permis, justement, de juguler l'action du tyran iranien Ali Khamenei, qui depuis trop longtemps opprimait son peuple, opprimait les femmes, condamnait les homosexuels à mort, finançait, sponsorisait le terrorisme dans toute la région. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête, et donc je vois d'un bon œil cette initiative des Américains et des Israéliens. On pourrait, si je vous entends bien, résumer cette guerre à la guerre contre le terrorisme. C'est exactement ça, parce qu'on parle beaucoup du régime, à juste raison, et on va en parler ce matin, parce que justement, il y a beaucoup de choses qu'il faut condamner dans ce régime et dans la façon avec laquelle il exerce le pouvoir en Iran, mais il y a aussi tout le terrorisme qui est financé par l'Iran, le Hezbollah évidemment, les Houthis au Yémen. Il y a énormément de raisons de s'opposer à ce régime, et je rappelle à ce titre que la France a été endeuillée à cause du régime iranien. L'attentat du Drakkar en 1983, 58 soldats français qui sont morts sur décision des ayatollahs iraniens. Donc là aussi, d'une certaine manière, on a aussi, nous, une part de responsabilité et un engagement à prendre. Thomas Bonnet en direct sur Europe 1. Nous allons rejoindre Emmanuel Razavi dans un instant, mais dans le studio d'Europe 1, nous avons Sebide Farsi. Vous êtes réalisatrice iranienne, je le disais, merci infiniment d'être avec nous dans le studio d'Europe 1. À cette question, fallait-il attaquer l'Iran? J'imagine que pour vous, ça prend une dimension encore plus forte, puisque vous vous êtes vraiment témoin de ce qui s'est passé sur place. Et on aura Emmanuel Razavi dans un instant. Faites-moi signe en régie dès qu'on l'a. Oui, vous avez dû quitter votre pays, vous aviez 16 ans. J'avais 18 ans. D'accord. Ma réponse sera très différente. Il n'y a pas de souci. Je vais répondre à fallait-il attaquer? Je pense que s'il s'agissait de votre pays, Monsieur Bonnet, vous n'auriez pas été aussi léger à proférer des recettes comme ça. Ça, c'est vraiment ouvrir la boîte de Pandore sur le fait que le régime doit partir, ce régime doit changer. Nous sommes d'accord, mais sur la façon à opérer, est-ce que la mort de Khamenei, je pense que personne ne le pleure à part quelques personnes. Ça, là-dessus, pareil. À part LFI. Voilà. Non, je ne sais pas. Je vais pas me prononcer, pardon. Oh non, mais on l'a vu en France. Moi, je vais parler de l'Iran, d'accord? La gauche-droite française, on va la laisser. Enfin, c'est pas mon. C'est moi qui l'ai dit dans ma voix, si vous permettez, et on est là pour entendre toutes les opinions, celle de Thomas Bonnet, et la vôtre aussi. Bien sûr, évidemment. Mais moi, je m'exprime. En fait, je pense que les bombes, ça ne ramène jamais la démocratie. D'abord. Et ensuite, il faut quand même un peu de cohérence dans la façon dont on gère. D'abord, c'est au peuple iranien de changer le régime. S'il faut un soutien, il faut un soutien. Moi, je suis partisane, vraiment, d'une voie diplomatique. Donc, attaquer un coup, négocier un coup, attaquer de nouveau. Je veux dire, on a eu déjà des attaques en juin dernier, suite aux attaques israélo-américaines, donc de juin 2025. Le reste de l'année a été une des plus meurtrières en termes de répression
Et on l'a vu aussi même début janvier, comment le régime a riposté et a réagi aux manifestations de masse. Les Iraniens étaient dehors. Donc, c'est vrai qu'on a un régime aux abois, mais est-ce que bombarder, c'est la meilleure chose à faire? Vous voyez quelle est la réponse du régime iranien, du coup? Et maintenant, est-ce qu'on peut éviter l'escalade? Même, comme le dit Jean-Noël Barrot, moi, je suis pour des escalades, justement. La désescalade. La désescalade, évidemment. C'est Pideh Farsi, réalisatrice iranienne sur Europe 1. Puisque ça ramène le chaos. Et pas uniquement en Iran, mais dans les pays autour aussi. C'est vrai que lorsque vous cornérisez un régime qui est aux abois, bien sûr qu'ils vont tirer. Ils ont été attaqués, ils vont riposter. Vous voyez, même si je ne suis pas d'accord avec leur riposte, mais ils vont le faire. C'est logique comme réaction, si je puis dire. Oui, on ne peut pas imaginer qu'on puisse attaquer sans riposte. Mais oui, donc ça, il fallait le prévoir. Et qu'il fallait... L'histoire ne dit pas qu'il n'avait peut-être pas prévu. En tout cas, peut-être pas sous cette forme-là, mais peut-être sur la durée, parce que j'imagine aussi qu'à partir du moment où on fait un acte, on attend aussi peut-être une riposte. En tout cas, c'est intéressant de savoir de vous entendre lorsque vous dites que vous êtes pour la voie diplomatique, que vous êtes contre les bombardements, mais pour la chute du régime des mollahs et que le peuple, qu'ils auraient dû en tout cas trouver une solution. Vous allez me dire un peu peut-être effectivement comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement. C'est très important de vous entendre et c'est très intéressant. Merci d'être avec nous dans le studio d'Europe 1, c'est Pideh Farsi, réalisatrice iranienne. Nous avons Emmanuel Razavi en ligne. Avant de marquer une pause, Emmanuel Razavi, je vais quand même vous poser une question parce que je sais que vous n'êtes pas en France et que la ligne est un peu difficile. Vous êtes grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient. La question qu'on se pose dans cette première demi-heure, c'est fallait-il attaquer l'Iran? Mais une question plus précise peut-être pour vous. Pourquoi les Iraniens sont-ils nombreux justement à se réjouir de ces bombardements? Alors vous avez raison de poser la question. J'entendais ma compatriote à l'instant dire qu'il ne fallait pas bombarder. C'est assez partagé. Alors moi je parle en tant que journaliste. Parmi les Iraniens avec lesquels je me suis entretenu, si vous voulez, vous avez une partie quand même des Iraniens qui attendaient et qui appelaient de leur vœu de toute façon une intervention américaine et israélienne. Pourquoi? Tout simplement parce que les massacres du mois de janvier, qui ont eu lieu, je vous le rappelle, sans qu'il y ait eu d'intervention extérieure, les massacres du mois de janvier, si vous voulez, ont traumatisé évidemment le pays, ont traumatisé en fait la société. Et mon confrère Thomas Bonnet a dit très justement une chose. Ce régime, cette République islamique d'Iran, qui est un narco-État, il ne faut pas l'oublier, qui est un État terroriste. Thomas a rappelé tout à l'heure, évidemment, qu'il finançait en fait le Hezbollah, le Hamas, etc. C'est un État d'après les rapports, en tout cas. Moi, c'est les discussions que j'ai eues avec des sources extrêmement proches, je dirais, de la Maison-Blanche ces derniers jours. C'est que l'Iran est proche d'obtenir, la République islamique d'Iran était proche d'obtenir probablement une bombe atomique. Et évidemment, la menace, si vous voulez, première, c'est celle qui plane aujourd'hui sur Israël. Alors, j'entends bien que Pideh Farsi, d'un certain côté, a raison. Les avis sont partagés. Vous n'avez pas 100% d'Iraniens qui sont ravis de voir ces bombardements, mais vous n'avez pas non plus 100% d'Iraniens. Voilà. Vous savez, les bombardements, moi j'ai couvert beaucoup de reportages de guerre depuis 30 ans. Vous savez, c'est toujours très mitigé en fait. C'est toujours difficile en fait de réduire une société à un bloc unique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui quand même, moi je vois dans les échanges que l'on peut avoir avec les Iraniens, c'est qu'il y a une attente, évidemment, une espérance, je dirais, que ça aille vite, que ce régime en fait chute. Évidemment, bien sûr, elle a raison. Elle a parlé en fait des bombardements qui avaient eu lieu contre les pays du Golfe arabe. Mais quand vous regardez militairement, aujourd'hui, les bombardements en fait les missiles qui ont été envoyés, les drones qui ont été envoyés sur les pays arabes, militairement, on peut parler, si vous voulez, quand même d'attaques de faible intensité, si vous voulez. Je pense qu'en plus, la République islamique d'Iran a commis une erreur stratégique. Parce que les pays arabes, et c'est ce qu'on entend du reste depuis hier soir, notamment les Saoudiens, ne leur pardonneront pas, si vous voulez, d'avoir lancé en fait ces attaques. Donc finalement, ils ont poussé finalement leurs voisins qui étaient quand même qui étaient très mesurés quant à l'idée d'une intervention. Ils sont en train de les mettre en fait du côté américain et israélien. C'est ça la réalité. Emmanuel Razavi, on marque une pause sur Europe 1. Restez en ligne avec nous, grand reporter franco-iranien. Nous avons aussi Pideh Farsi, réalisatrice iranienne, et Thomas Bonnet, journaliste CNews Europe 1 dans le studio. On marque une pause, on revient tout de suite. Fallait-il attaquer l'Iran? Oui, absolument. Alors, bien sûr, on analyse tout. Je vous donne les informations lorsqu'elles arrivent. Les gardiens de la Révolution
ont annoncé avoir ciblé les bureaux de Benyamin Netanyahou. Voilà où nous en sommes à l'heure qu'il est. Donc Sépideh Farsi nous expliquait comment elle était plutôt pour la voie diplomatique. Elle regrettait les bombardements sur place qui tuent évidemment des civils. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions? On reviendra dans le sujet d'Europe 1, mais je suis avec vous, Emmanuel Razavi, grand reporter franco-iranien, et vous nous disiez à quel point effectivement les gens se réjouissaient, les civils se réjouissaient de ces bombardements entre guillemets, et puis malgré leur espérance, comment est-ce qu'ils voient la suite? Est-ce qu'on peut peut-être, selon vous, comment est-ce que les Iraniens voient la suite malgré la complexité effectivement de la situation sur place? Alors, c'est ce que je vous disais, Christine, c'est qu'évidemment, vous avez une partie importante des Iraniens qui aujourd'hui, d'abord, attendez, ces bombardements, ils peuvent s'en réjouir, mais c'est mêlé aussi un sentiment de peur. Vous comprenez bien que les zones où il y a des civils qui se retrouvent en situation, en fait, d'être tués par ces bombardements, évidemment, la peur panique, en fait, est extrêmement, en fait, présente. Il y a une attente, je dirais, que ça aille extrêmement vite. Vous savez, moi, les Iraniens avec lesquels je discute, et puis je suis, vous savez, l'Iran depuis plus de 30 ans maintenant, la solution diplomatique n'a jamais fonctionné avec la République islamique d'Iran. Les diplomates iraniens ont toujours menti, à chaque temps, d'ailleurs, des négociations qu'il y a pu avoir. Jean-Noël Barrot, qui voudrait, en fait, un apaisement, une désescalade, se met le doigt dans l'œil, ça n'arrivera jamais en fait avec la République islamique d'Iran parce que c'est un État en fait qui est un État terroriste, un État narco, je vous l'ai dit tout à l'heure, et que les Iraniens de l'intérieur sont persécutés. Vous avez vu quand même l'ampleur des massacres. On parle quand même de crimes de masse, de crimes contre l'humanité. Et l'impuissance internationale face à ces massacres. Il y a quelques semaines. Et dès lors, il faut aussi savoir une chose, c'est que l'État iranien ces dernières semaines, même ces derniers mois, menace considérablement en fait les pays européens. La menace terroriste iranienne, elle est très élevée en fait en Europe. Donc on ne peut pas continuer, si vous voulez non plus, à céder en permanence à une organisation terroriste d'État, parce que la République islamique, je l'ai expliqué longuement dans la face cachée des mollahs, ça revient à ça. C'est une organisation terroriste d'État. C'est un peu, je dirais, l'État islamique, mais version en fait chiite iranienne, si vous voulez, qui ne recule devant, pardonnez-moi, aucun méfait. Donc aujourd'hui, évidemment, ce qu'on doit espérer, c'est que ça aille le plus vite possible. Et puis, évidemment, derrière, il faudra s'organiser pour assurer, d'abord et d'une, pour assurer la continuité de l'État et effectivement mettre en place, il faut le souhaiter aussi, un gouvernement de transition qui maintienne la stabilité du pays. Qui oui, gouvernement de transition. Trump et Netanyahou ont dit ce week-end au peuple iranien qu'après les bombardements, ce sera la société iranienne de reprendre la main et d'opérer elle-même son changement de régime. Restez avec nous, Emmanuel Razavi, puisque vous êtes en ligne avec nous, grand reporter franco-iranien. Sépideh Farsi veut vous interpeller. Sépideh Farsi, réalisatrice franco-iranienne dans le studio d'Europe 1. Oui, j'aimerais prendre un peu de recul et regarder les autres interventions américaines dans la région, dans les deux pays voisins d'Iran. L'Irak, en 2003. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a transformé, non pas que Saddam ne fut pas un dictateur à chasser, mais depuis et après l'intervention militaire américaine en Irak, l'Irak s'est rapproché de l'Iran. Vous voyez que c'est un des rares pays qui a d'ailleurs présenté ses condoléances après la mort de Khamenei. Vous dire combien l'Irak était devenu l'arrière-cour de la République islamique. Est-ce que c'était ça qu'on souhaitait? L'Afghanistan de l'autre côté. Est-ce que c'est pas ce même Donald Trump qui a donc négocié avec les talibans pour le retrait des forces américaines de l'Afghanistan au final? Et regardez la situation des femmes afghanes. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que c'est ce qu'on souhaitait? Est-ce que ça a amélioré? Moi, quand je parle de... Est-ce que ça n'est pas ce même Donald Trump qui s'est retiré du pacte qui avait été, du deal nucléaire qui avait été signé par Obama avec le régime iranien? C'est un régime menteur, c'est un régime terroriste, c'est un narco-État. Tout ça, j'en conviens. Moi, je parle des moyens à déployer pour éviter les morts. Et le Sépideh Farsi en direct sur Europe 1. Sépideh Farsi, est-ce que c'est comparable? L'Afghanistan, l'Irak, c'est pas tout à fait comparable, mais j'entends bien ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez répondre peut-être sur ce point-là, Emmanuel Razavi? Ensuite, Thomas, je vous donne aussi un point de réponse. Emmanuel. Sépideh Farsi, et bien sûr, personne ne peut se réjouir du fait qu'il y ait des morts civiles en Iran et qu'il puisse y en avoir encore. En revanche, vous savez, j'ai vécu moi en Afghanistan, j'étais en poste là-bas en tant que journaliste.
C'est un pays que je connais extrêmement bien et j'ai couvert l'Irak également. On ne peut pas comparer, d'ailleurs je suis très surpris que cette idée en fait le fasse. Non, je ne compare pas, je tire le bilan de l'intervention américaine. Si vous avez la gentillesse de me laisser terminer, je vous ai laissé parler. Je suis très surpris que vous compariez donc ces deux pays en fait à l'Iran. La sociologie en fait n'est absolument pas la même et les composantes des oppositions en fait afghanes ou irakiennes ne ressemblent en rien aux oppositions en fait iraniennes. Je m'explique. En Iran, aujourd'hui, vous avez l'opposition, elle est plurielle. Vous avez pléthore, je dirais, de figures de l'opposition, de la résistance, mais vous avez aussi de nombreux groupes, en fait, d'opposition, et, je dirais, politiques, qui sont kurdes, azéris, baloutches, donc, qui appartiennent, si vous voulez, aux minorités ethniques. Je parle avec tous les chefs de ces composantes depuis des mois et des mois, pour ne pas dire des années, encore hier, pour le Figaro. Je peux vous dire que tous disent qu'ils sont pour un gouvernement de transition, donc une alternance, une alternative qui serait démocratique, laïque, qui protégerait les droits des minorités, y compris des minorités sexuelles. C'est quand même unique, je dirais, dans la région. Donc, vous voyez, on ne peut pas comparer du tout, en fait, la situation irakienne, alors encore moins la situation afghane, pays que j'adore, que je connais très bien, avec ce qui se passe en Iran. Moi, aujourd'hui, si vous voulez, j'entends ça, encore une fois, ce que dit Sepideh, mais c'est un État qui tue, qui massacre, c'est un État qui est un État terroriste, qui est dangereux à la fois pour les pays voisins, vous l'avez dit vous-même, comme pour l'ensemble en fait des pays européens, qu'ils menacent, que leurs proxys terroristes en fait menacent. Il faut en terminer une bonne fois pour toutes, parce qu'autrement ce pays continuera à massacrer sa population dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, et à rester, à demeurer en fait un danger pour l'ensemble de la communauté internationale. Je le rappelle quand même. Oui, Emmanuel Razavi, grand reporter sur Europe 1. Dites-moi. C'est que l'un des fondements de la République islamique d'Iran, vous savez, je suis en train de boucler mon nouveau livre qui sortira bientôt sur l'Iran. L'un des fondements de la République islamique d'Iran, c'est la destruction d'Israël. Alors, on peut ne pas aimer Israël, mais c'est une démocratie qui est alliée en fait de l'Occident. On ne peut pas rester, si vous voulez, plus longtemps les bras croisés face à ce régime qui est un régime mafieux et terroriste. C'est ce que je crois. Mais quelle relation justement entretient la population iranienne avec Israël ? Alors, écoutez, contrairement en fait au gouvernement iranien, à la République islamique, aux mollahs qui sont antisémites et qui veulent rayer Israël de la carte, les Iraniens ont une relation quasi biblique en fait avec les Juifs depuis 2600 ans. Ça remonte, vous savez, à Cyrus le Grand, l'histoire de Cyrus le Grand qui a libéré de l'esclavage en fait les Juifs, qui étaient détenus en fait en Mésopotamie à l'époque. Et si vous voulez, les Iraniens aujourd'hui veulent une relation pacifique avec tous leurs voisins, bien sûr leurs voisins arabes, mais également en fait Israël et plus largement d'ailleurs avec les États-Unis. Donc, si vous voulez, le fait que ce régime tombe, que les oppositions iraniennes plurielles, encore une fois, puissent, si vous voulez, incarner une alternative, ce serait quand même prometteur pour la stabilité. Moi, je Emmanuel Razavi, avant la pause, j'ai très peu de temps avant la pause. Je sais que vous devez nous quitter à midi, mais je voulais vous entendre peut-être sur les scénarios possibles pour l'après-régime. Le prince Reza Pahlavi, est-ce qu'il a une chance? Dans un instant, on aura Davoud Pahlavi, le neveu de Reza Pahlavi, dans un instant. Qu'est-ce que vous pensez des scénarios possibles? Alors, moi, je pense déjà qu'il y a beaucoup d'opposition en Iran. C'est ce que je vous disais, qui sont démocratiques, laïques, il faut le souligner. Je pense que de toute façon, la solution d'une alternance en fait en Iran, elle passe par un gouvernement, si vous voulez, de transition, qui s'appuierait sur une coalition. Aujourd'hui, la personnalité, la plus appelée a priori par la population iranienne, c'est quand même le prince Reza Pahlavi. Donc, il peut apparaître comme le lien entre toutes ces forces en fait d'opposition, comme le symbole en fait unificateur, qui permettrait, je dirais, à ce gouvernement de transition de se mettre en place. Surtout, il est très identifié aujourd'hui de la communauté internationale. Il connaît un certain nombre en fait de dirigeants, si vous voulez, internationaux. Ça permettrait tout de suite, à l'Iran, de se redresser pour se reconstruire. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, Reza Pahlavi est incontournable, très clairement. Incontournable. Merci beaucoup, Emmanuel Razavi, nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient. Dans un instant, on aura Guillaume qui nous appelle d'Occitanie, qui a vécu 3 ans en Iran, qui va répondre à cette question: fallait-il attaquer l'Iran? On continue dans le Sud Europe 1 avec Sepideh Farsi, réalisatrice iranienne, et Thomas Bonnet, journaliste CNews Europe 1.